Hey, Cam Grande-Brune, quelle est l'importance des créateurs individuels dans la création numérique aujourd'hui? Bon, on s'en passerait. Bonjour, ici Fred Bastien, YouTuber, chroniqueur, stratège numérique et king de la tuque fluo. On vient d'entendre Cam Grande-Brune, qui est une YouTubeuse suivie par plus de 60 000 personnes, qui est aussi très populaire sur Instagram, notamment via ses stories. À chaque année, le FMC, le Fonds des médias du Canada, fait un rapport sur les tendances annuelles, les tendances de l'industrie des écrans. Tic, 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 ce qu'il y a derrière les écrans, pas l'écran en tant que tel. C'est donc un moment pour réfléchir sur les tendances de l'industrie médiatique d'ici et j'ai le privilège incroyable d'avoir été invité à participer à ce rapport cette année avec la vidéo que vous regardez présentement. Si on pense aux tendances actuelles, les fameux influenceurs, qu'on pourrait qualifier de créateurs individuels là, pour éviter un mot galvaudé, sont plus présents que jamais. Et 2021 a été l'année des contenus courts, comme les fameuses stories et TikTok par exemple, des contenus très rapides. Même que TikTok est devenu le site web le plus consulté au monde récemment, plus que Google. Ça, c'est une première. Mais là, avec la montée des contenus courts, là, est-ce que c'est la fin du temps où on s'assoyait confortablement pour passer de longues minutes devant un seul contenu? Je suis la preuve que c'est faux ce que tu avances. Parce que tu fais du contenu qui dure 1 heure de temps, puis beaucoup de gens les écoutent. Pour réfléchir aux plateformes, aux contenus, aux créateurs, je me suis entouré d'un panel d'experts, de professionnels, de créateurs numériques de tout acabit. Et ensemble, on va parler de diversité, d'authenticité sur Internet, de l'économie médiatique, et oui, de TikTok. Et pourquoi pas commencer avec un grand TikToker? Hein, mon jeune Denis? Pourquoi est-ce qu'un grand sage comme toi qui a fait ses preuves s'est inscrit sur TikTok pour créer des contenus? Je pense qu'il faut s'adapter à ces nouvelles plateformes-là, de vouloir résister à quelque chose qui est aussi tendance, c'est un peu suicidaire au niveau professionnel, je pense. J'ai la chance d'avoir un ado aussi dans la maison qui me tient pas mal au parfum de ce qui se fait, mais souvent, j'y en monte aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. De passer d'un format qui est plus long à des formats plus courts, ça va paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est plus difficile. Ouais, ça prend quand même une expérience, un talent, une créativité pour raconter des grandes histoires en peu de temps. Volontairement, connaissant un peu le facteur de rétention des jeunes, je fais des critiques de jeu en 1 minute. Et les gens qui me répondent vont me répondre sur 8 pages de TikTok. Citron Rose est une créatrice TikTok extrêmement populaire pour 2 choses. Oui, sa danse, mais aussi son humour. Je l'ai personnellement découvert sur Instagram, mais sur TikTok, elle a plus d'1 demi-million d'abonnés. Je pense qu'elle va bientôt battre le bye-bye. Donc, c'est quoi sa technique pour maximiser autant cette plateforme? Comment on réussit à créer un bon scénario sur TikTok? Les TikTok, je les prévois pas vraiment d'avance. Là. C'est plus comme spontané. Fait. Ah ouais, tu vois, ça devient quand, dans le fond, tes TikTok? Ça dépend. Tu sais, quand c'est des TikTok, mettons, de danse, c'est plus genre, tu sais, je vais sur mon feed, puis je vais voir une chorégraphie qui m'intéresse, puis je vais la sauvegarder. Fait que là, j'ai comme prévu que j'allais l'apprendre, on va dire. Mais l'humour, pour vrai, c'est genre, si une situation arrive où je vois quelque chose qui me fait penser à une situation qui m'est arrivée ou quoi, tu sais, je vais me mettre dans un personnage, puis je vais le faire tout de suite. Tu sais, la majorité des vidéos que je fais, c'est comme dans l'auto. Fait que je viens de voir quelque chose, là, je me suis stationnée, je suis arrivée où je devais arriver, puis je suis comme, OK, je vais le faire tout de suite parce que je veux pas oublier. Puis je trouve que c'est plus le fun, l'humour comme spontané, que de prévoir ce qu'on va dire, parce que ça sort moins naturellement pour moi. Donc, pour Citron Rose, la spontanéité, l'authenticité, ça permet de créer du contenu que les gens ont plus envie de voir. Mais pour les gens qui écoutent beaucoup de TikTok, je pense à Cam Grande-Brune, avec qui j'habite, que je vois passer des heures sur son téléphone. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est l'inverse de d'autres types de contenus que tu sais quand tu cliques sur quoi, à peu près. Tu sais à peu près sur quoi tu vas tomber. Puis là, c'est toujours des surprises. Puis souvent, c'est des bonnes surprises. Des bonnes surprises. Et moi, j'adore apprendre. Est-ce que ces plateformes-là peuvent m'apprendre quelque chose? Demandons à Mélissa Molène-Dupuis, militante autochtone, animatrice de l'émission Kwekwe à Radio-Canada et grande passionnée, vous l'aurez deviné, de TikTok. Il y a TikTok qui est devenu le média pour les Autochtones. J'adore ça. Surtout, on a des influenceurs qui ont explosé sur TikTok. Même, je pense à Xavier Watteau, là, qu'on a la chance de voir partout, qui fait des TikTok avec sa classe, sur la langue, puis qui est stitché avec plein de monde.
Mais moi, je te dirais que c'est là où est-ce que j'ai eu plus de plaisir pendant la COVID. Facebook, c'est là que j'ai monté tout mon following pour Idle No More. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que je reste toujours Facebook, même si c'est la place que j'aimerais le plus me sauver. Dans les dernières 2 années, j'aimerais ça pouvoir éviter Facebook, puis je peux pas parce que il a fallu que j'apprenne à contrôler un peu plus qui je vais voir, de pas lire les commentaires, tout, mais c'est devenu comme les pages jaunes, tu sais, je trouve ça vraiment désagréable. Mais TikTok, t'as vraiment, ça suit ton algorithme, puis ce qui est drôle, c'est que ça te donne des algorithmes un peu coïncident avec tes intérêts déjà sur tes autres algorithmes. Fait que je me retrouve dans écoute, lesbienne TikTok pour le nettoyage de vêtements, le witchy TikTok, indigenous TikTok, c'est juste que je suis comme tous mes mots-clics, c'est celui-là, native TikTok, et j'en apprends sur les autres nations comme je pouvais jamais apprendre avant, à part si j'allais au powwow ou que j'allais dans des échanges culturels. Là, je suis directement dans la cuisine du monde, je suis dans leur salon, à la cour arrière, et on a toute l'espèce de fil conducteur de l'humour, le res humor, qui ben après ça, on voit toutes les déclinaisons du res humor, puis avec justement l'émission Reservation Dog, tu sais, ça l'a vraiment, là, tu sais, on dit on rit toutes des mêmes mots d'affaires, mais il y a juste des petites affaires qui sont différentes. On est rendu avec une culture populaire grâce à TikTok, mais on va voir d'autres choses. J'ai enfin vu comment ils faisaient la crème glacée inuit. C'est tellement fun parce que c'est comme on surpasse le filtre du média. Tu sais, c'est pas un documentaire commandé par tel poste ou tel média. C'est des créateurs de contenu qui te disent directement ce qu'ils font. Bon, pour ce qui est de la popularité de ces plateformes-là, qu'en est-il? Ben, j'en ai parlé avec Nabil Larèche, aussi connu comme iKillYou sur Twitch, qui depuis plus de 10 ans est un professionnel du streaming en ligne. J'ai l'impression que, comme on en parle depuis quelques années, chaque année, ça prend beaucoup plus d'ampleur que la précédente. J'ai ressenti un vrai pic, une vraie montée dans la consommation de ce genre de médias, tu sais, comme tu dis, Internet, que ce soit les formes longues ou les formes courtes. En gros, la pandémie et les confinements et la Covid et tout, j'ai l'impression que ça a boosté statistiquement tout Internet. J'ai l'impression qu'on a plus de temps pour être devant nos téléphones, d'être à la maison, en télétravail, on a plus de temps libre pour consommer plus de contenu, t'as vu. Donc... une tendance qui était déjà en cours depuis aussi longtemps que je m'en souviens, tu sais. La place des créateurs, comme tu dis, au Canada en général est de plus en plus importante. Tellement importante maintenant qu'on peut considérer tellement de monde, je trouve, comme des créateurs. Ça va au-delà du YouTuber ou du TikToker ou du créateur de contenu sur une plateforme précise ou sur multiplateforme. Ça va maintenant, j'ai l'impression, au sport, à la musique. Ça va dans toutes les industries artistiques. Tout le monde veut faire des vidéos, tout le monde veut documenter sa vie, tout le monde veut être sur ces médias-là. Fait que, ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, genre, tout le monde est influenceur. Et justement, parlant de sportifs, je me suis retourné vers Annie Guglia, qui est une skateboardeuse professionnelle, qui est allée aux Jeux olympiques de Tokyo récemment pour son sport et qui est une experte des contenus verticaux et rapides. Annie Guglia a même donné une formation TikTok aux autres athlètes olympiques. Et mon Dieu, Annie, il fait donc bien soleil où t'es présentement pour skater. J'ai mis mes lunettes de soleil. Je trouve que ce que ça fait, en fait, d'avoir comme l'opportunité d'avoir les réseaux sociaux, par exemple, comme outil de la promotion, mais aussi, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour comme inspirer les gens puis rejoindre les gens. Puis je trouve que comme ça démocratise les médias, en fait, parce que c'est difficile, par exemple, d'avoir carrément comme une job de travailler, par exemple, comme journaliste, peu importe, mais tu sais, comme le fait que, par exemple, moi, en étant une athlète professionnelle, je peux comme m'auto-promouvoir puis inspirer des gens à soit commencer le skate, reprendre le skate. Tu sais, pour moi, c'est plus que le côté comme inspirer les gens à faire du sport pour moi, c'est le skate en particulier, là, mais ouais. C'est vrai que c'est inspirant de voir Annie aller. Elle, qui est aussi une fière membre de la communauté LGBTQ+, elle me donne l'impression que les plateformes numériques encouragent le rayonnement de la diversité. En fait, ça force une diversité qu'on retrouverait dans la population normale aussi. Tu sais, comme, on peut pas faker ce qui devient populaire de manière individuelle. En étant soi-même, on rejoint davantage les gens. Et un gars qui est resté 100% lui-même, c'est Ryan George.
un Montréalais bilingue qui crée en anglais et qui a su rejoindre plus d'1 300 000 abonnés avec son humour niché où il se moque de la culture populaire. Absolutely, it's important as a creator to be authentic. First of all, I think the audience, like viewers, can kind of tell when someone's being non-authentic, and you can find success doing that. But I think as a creator, you won't be able to have the creative energy to like put in the hours that are needed if you're not authentically passionate about what you're making videos about. By shooting here at home on a green screen, I changed the background to be wherever I want it to be. That's the only way I'm able to make a lot of videos quickly. And it's perfect because I love the writing part of it the most. You can just make what you want to make. So you do get those authentic voices and creativity from people. And there also aren't as many kind of decision makers in the room to influence what gets put out. So in my pitch meetings, the producer guy, he's not there. You know, it's just pure scriptwriter guy. The funniest man on the internet known around the world, Ryan George. You brought props and exactly. Yeah, I'm matching your production level. Et parlant d'être soi-même, connaissez-vous beaucoup de YouTubeurs qui font un film sur un philosophe danois des années 1800? Je suis allé voir Émile Roy sur un plateau de tournage pour sa prochaine grosse vidéo YouTube. Et tant qu'à être là, pourquoi pas jouer un petit rôle moi-même? J'étais le barman. Émile, toi qui es suivi par plus de 150 000 personnes sur ta chaîne YouTube, toi qui as déjà gagné des prix de cinématographie dans un festival à Toronto pour tes œuvres numériques, parle-nous de ton enfance. Moi, j'ai commencé à faire des courts-métrages très, très jeune. J'avais 9-10 ans, je faisais mes premiers courts-métrages. Et ce qui est vraiment incroyable dans l'accessibilité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avant, j'aurais fait ces courts-métrages-là pendant 10 ans, puis personne, c'est-à-dire à part ma famille, mes amis, aurait pu me dire des commentaires, des critiques constructives. Je serais resté peut-être même que j'aurais jamais développé cette passion-là de faire des films dans ma vie parce que j'avais pas l'accessibilité d'avoir des vrais retours de gens. T'sais. J'ai eu la chance d'à un moment donné décider de partager ces films-là et j'ai rejoint éventuellement une communauté qui m'a parfois critiqué, parfois t'as des commentaires positifs, parfois ça des vidéos qui fonctionnaient, parfois des courts-métrages qui fonctionnaient un peu moins bien, un peu bien. Bref, tout ça pour dire que ça m'a permis énormément de me développer. Donc, je dis aujourd'hui pour les créateurs, pour les artistes, pour les nouvelles plateformes, nous donnent cet immense pouvoir de se développer en tant qu'artiste. Rien de moins. Et là, c'est beau, là, se développer en tant qu'artiste. Et je le souhaite à tout le monde qui construit une tribune numérique présentement. Mais est-ce qu'il y a aussi des enjeux à surveiller par rapport à ces plateformes-là? C'est une adaptation. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu passes par là si tu fais ce que je fais. Mm-hmm. Il faut que tu tiennes au courant, au parfum, parce qu'il y a des questions qui vont émaner de ces nouvelles tendances-là. Bon, là, les gens me disent « Ouais, mais TikTok, c'est la Chine, les méchants Chinois, le péril rouge. » Tu sais. Ben, sache que le péril bleu, blanc, rouge existe également avec un aigle tatoué sur le cœur. Les Américains font la même chose avec Facebook. Il va falloir garder ça en tête. Mais d'ici à ce qu'on trouve une nouvelle gang d'influenceurs sur un avion à blâmer pour tous les maux du monde, est-ce qu'on doit changer le mot? Qu'est-ce que ça veut dire influenceur? Est-ce qu'on préfère créateur numérique, créateur de contenu, artiste? C'est quoi les titres? Est-ce qu'on doit vraiment donner des titres aux gens? Les étiquettes, c'est compliqué un peu. Mais finalement, je me rassure en disant que je pense que la plupart des gens connaissent, nous décrivent par nos noms. T'sais. Ça, c'est Fred Bastien, ça, c'est Sophia, ça, c'est Émile, puis c'est ça qui fait. T'sais. Mais l'étiquette qu'on a, la plus grande étiquette, c'est notre nom aujourd'hui, je pense. Et voilà, c'est avec mon étiquette de Fred Bastien que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que je vous laisse sur ce message d'espoir d'Émile Roy. Les gens peuvent créer des trucs genre Occupation Hood. C'est des phénomènes culturels. Tu peux prendre ton téléphone puis rejoindre des dizaines de milliers de personnes. Puis si tu avais pitché ce concept-là, même ce qu'on fait en ce moment-là, si j'avais pitché ce concept-là de parler d'anxiété, de mélanger la fiction et la réalité, je parle de Kierkegaard dans un bar,
dans le format que j'ai, jamais personne m'aurait financé ça. T'sais. Nous, on passe par des chemins un peu sur le côté, des nouveaux chemins de financer ça.